À ce moment-là, j'avais comme un sentiment de plus être à ma place. Lorsque vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La vie suit son cours et un jour, changez tout. Dans la vie, suivant le point de vue de celle ou celui qui l'amène, il y a des petits et des grands changements. Leur importance ne dépend que de la charge que l'on décide d'y mettre. Mais un changement, pris et fait en toute conscience, vient toujours bouger, toucher quelque chose qui paraît essentiel dans quelque compartiment de la vie que ce soit. Le travail, le milieu professionnel est de nos jours un champ formidable d'observation des changements. C'est souvent, trop peut-être, à cette aune que l'on mesure la valeur ou l'intérêt d'une personne. Sans travail, aux yeux de certains, vous n'êtes rien ou pas grand-chose. Avec un job plus ou moins bien en vue, vous êtes plus ou moins bien considéré. La situation professionnelle revêt selon chacun de nous un aspect primordial ou non. En tout cas, il constitue un maître étalon, entraînant bon nombre de changements, et l'on mesure aussi au passage les capacités d'adaptation au changement. Le champ d'activité professionnelle de Boris, en Guyane, c'est le sport. Lui qui se rêvait en champion de tennis a trouvé sa voie dans le changement pour apporter un soutien pédagogique et son expérience aux plus jeunes. Un changement dans une certaine forme de continuité, comme vous pourrez l'entendre en écoutant son histoire. Boris, une rencontre signée Oriana Prosper de Guyane la Première. Vous écoutez le podcast Changez tout. Bonjour, je m'appelle Boris, j'ai 47 ans. Aujourd'hui, ma vie professionnelle, c'est d'être professeur d'éducation physique dans un collège. Et j'ai aujourd'hui refait ma vie familiale, ma vie privée. Alors, il y a quelques années, j'ai été pendant plus de 15 ans, conseiller technique régional à la Ligue de tennis. Donc, j'étais enseignant de tennis, passionné par ma fonction, passionné par mon métier, qui était très prenant et très enthousiasmant. Et il y a maintenant 5 ans, j'ai décidé de tout arrêter suite à plusieurs événements dans ma vie. Alors j'ai démarré le tennis j'avais 5 ans. Donc c'est une passion de très longue date où j'ai été le fruit d'une génération, on appelle ça la génération Yannick Noah, qui en 1983 avait gagné Roland-Garros. Donc ça tombait pile poil, c'est l'année où je me suis mis au tennis et depuis j'ai été un joueur passionné, un compétiteur au départ. Donc j'ai gagné des compétitions régionales, des compétitions de club. J'ai été champion régional jeune, j'ai participé à beaucoup de compétitions internationales ou interrégionales, anti-Guyane au départ, puis des compétitions internationales. Donc on peut dire que j'étais un espoir du tennis de mon pays. Et par la suite, j'ai dû prendre une décision à l'adolescence entre poursuivre une carrière professionnelle de tennis. Donc on m'avait fait des propositions pour intégrer un pôle espoir et j'ai dénié cette proposition. J'ai refusé parce que je ne savais que ce n'allait pas être ma trajectoire et j'ai choisi plutôt celle de l'enseignement. Alors comment ça s'est fait ? Ça s'est fait à l'âge de 14-15 ans. On m'avait proposé d'encadrer des jeunes de mon club dans du mini-tennis, donc pour les petits. Et tout de suite, j'ai eu le déclic. J'ai su tout de suite que l'enseignement était ma voie professionnelle et qu'il n'y avait pas de doute dans ma tête, que j'étais fait pour ça et que j'avais envie de le faire. Donc c'est ainsi que j'ai ensuite fait des études de STAPS dans l'Hexagone pour, dans un premier temps, peut-être embrasser la fonction de professeur de PS, qui n'a pas abouti dans un premier temps. Et ensuite, par la suite, j'ai passé mes diplômes de brevet d'État. À l'époque, ça s'appelait comme ça, brevet d'État, premier degré et second degré, pour être professeur de tennis à temps plein. Donc, au sein de ma fédération. Donc, j'ai d'abord travaillé dans l'Île-de-France pendant 10 ans. Et ensuite, je suis retourné dans mon pays pour pouvoir transmettre ma passion
et avoir de nouvelles fonctions dans ma région. Alors c'était une vie dont les missions sont doubles. Autant il faut préparer les jeunes au sport de haut niveau et également développer au maximum le tennis dans mon pays. Donc c'est un métier très passionnant, très prenant. On ne compte pas ses heures. On a beaucoup de projets. D'ailleurs, on suit beaucoup de jeunes, on les accompagne tout au long de leur parcours, de leur carrière sportive. C'est un métier qui est très passionnant, enthousiasmant, qu'on vit à 200%, qui prend beaucoup de place dans la vie privée également, parce qu'on a beaucoup de voyages, on a beaucoup de week-ends qui sont pris totalement par les activités sportives, mais qui sont dans mes fonctions professionnelles. Donc c'est vraiment un métier qui est lorsqu'on s'engage, on s'engage à 200%, on ne fait pas à moitié. J'étais vraiment épanoui. C'est-à-dire que j'avais une charge physique et mentale qui était vraiment importante, mais le fait d'être épanoui, j'étais comblé, m'a permis de me surpasser, comme si c'était moi qui étais sur un terrain de tennis, comme à l'époque. On demande toujours aux sportifs d'atteindre ses limites et d'essayer de les dépasser. Donc même professionnellement, j'étais épanoui. Je devais jongler entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Et j'essayais de trouver un équilibre entre les deux, afin que les deux soient traités de la même manière avec tout mon investissement et j'étais heureux comme ça. Alors au niveau de la famille, tout d'abord, ils étaient fiers de moi parce que c'est une fonction unique déjà dans la région, dans mon pays. Donc c'était une certaine fierté d'un point de vue familial. Ensuite, dans un premier temps, sur les premières années en tout cas, il y avait beaucoup de fierté, beaucoup de joie pour moi, beaucoup de plaisir à me voir aussi épanoui dans mes fonctions. Ensuite, mes amis, pareil, et mes amis me disaient que c'était une voie qui était tracée pour moi. Pour eux, c'était logique. Alors pour moi, bien sûr, on a tous nos doutes. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc on se dit bon oui, on aimerait aller jusqu'au bout de cette ambition professionnelle, mais pour eux c'était logique. Donc pour eux, lorsque je leur ai annoncé que j'allais être CTR, il n'y avait pas d'effet de surprise en fait. Et au niveau de mes collègues, figurez-vous que ce sont mes collègues justement de l'époque qui ont proposé à la direction de l'époque que je prenne le poste, en fait. Donc c'est un poste où je n'ai pas postulé réellement, je n'ai pas porté ma candidature tout de suite lorsqu'il s'est libéré, mais j'ai eu des lettres de recommandation, si on veut, des recommandations de la part des collègues qui étaient déjà au sein de ma ligue pour que j'obtienne ce poste. Sur moi-même, c'était un aboutissement. C'était quelque chose que je m'étais mise en tête très tôt, très tôt. Alors pourquoi ? Parce que tout jeune, j'avais le rêve de soulever la coupe de Roland-Garros, comme beaucoup des jeunes. Et lorsque j'ai su que j'allais être enseignant et non pas joueur de tennis professionnel, tout de suite, mon rêve a basculé sur un objectif très concret de former un jeune Guyanais capable de porter cette coupe. Donc du coup, j'étais motivé, déterminé à pouvoir y arriver, ou tout du moins à mettre les bases qui permettraient à ce que, au final, un Guyanais puisse le faire. C'est un trait de ma personnalité qui est que très tôt j'ai été mature, enfin du point de vue de mes proches en tout cas. On ne le sait pas nous-mêmes, c'est les autres qui nous renvoient cette image de nous-mêmes, qui nous disent qu'ils nous trouvent très matures. Et très tôt, ils ont vu qu'ils pouvaient me faire confiance.
et que j'étais capable d'endosser des responsabilités. Donc c'est surtout dans cette capacité à gérer des conflits, à trouver des compromis lorsqu'il y a des dissensions entre certaines personnes, à poser les jalons de projets et avoir une réflexion sur le développement de certaines choses. Donc les personnes autour de moi m'ont donné leur confiance et c'est comme ça que j'ai pu atteindre l'ambition que j'ai eue et atteindre ce poste de CTR. Alors c'est arrivé lors de, en fait, c'est une succession de plusieurs petites déceptions. En fait, c'est comme dans une relation intime. Et lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un et que il y a des petites cicatrices qui ont du mal des petites blessures. Donc j'avais mes blessures professionnelles également, j'avais des projets que je n'arrivais pas à aboutir, à aller au bout et donc j'avais mes déceptions qui s'accumulaient et j'ai eu comme un trop plein à un moment donné, un trop plein de choses dont je n'avais plus la maîtrise et je ne comprenais plus pourquoi. Donc à ce moment-là, j'avais comme un sentiment de plus être à ma place, d'avoir un sentiment d'impuissance ou de perte de contrôle et donc professionnellement, lorsque vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce qui s'est passé, donc dans un premier temps, j'ai pensé à démissionner. Et puis, je me suis dit non. Bon, je me suis laissé un peu de temps pour voir si c'était pas lié à d'autres éléments extérieurs à ma vie professionnelle, notamment peut-être des problèmes que j'avais eus avec ma vie privée. Et je me suis dit bon, peut-être que c'était un mauvais moment à passer et puis que ça reviendrait. Notamment l'envie et ma détermination reviendraient. Et c'est ce qui s'est passé puisque dans un premier temps, j'avais demandé une rupture conventionnelle et qui a été refusée une première fois. Mes dirigeants de l'époque estimaient que que sûrement je devais avoir un blues sur un coup de tête, que ça devait être juste un mauvais moment à passer et que mon enthousiasme reviendrait par la suite. Donc ils m'ont refusé ma rupture conventionnelle et ensuite j'ai eu droit à un congé de formation. Et dans ce congé de formation, je suis allé me former dans un autre domaine professionnel qui est la pâtisserie. Et donc je me suis projeté dans un nouveau milieu dans lequel je me voyais monter avoir un nouvel emploi, soit dans une boulangerie-pâtisserie ou soit monter mon propre business en restauration rapide ou voilà. Donc j'avais commencé à mettre de nouvelles choses dans ma tête, à le changement s'opérer. Pâtissier parce que c'était un métier. Alors il faut quand même noter que ce changement était en parallèle avec un changement dans ma vie privée qui était important et les deux changements ont été en parallèle. Donc c'était assez difficile à vivre puisque vous êtes déstabilisé, vous n'avez plus vos repères et votre sécurité, soit votre sécurité émotionnelle et votre sécurité financière en même temps, professionnelle. Donc dans les deux cas, on est dans une perte de repères, on ne sait plus où on est, j'étais pas aligné avec mes ressentis, avec mes envies. Et puis est arrivé en même temps, c'est le hasard, est arrivé le Covid. Alors c'est un moment dans la vie de tout le monde qui a été extrêmement flagrant puisque le monde entier a vécu cela de manière assez perturbant. Et il faut savoir que moi, mon changement a commencé à basculer avant le Covid. Donc j'avais cette perte de repères avant le Covid et en fait le Covid a été pour moi non pas un élément déstabilisant, mais une opportunité. Puisque du fait que le monde s'arrêtait, on était en quarantaine, enfin il y avait
on devait rester chez soi, on n'est pas le droit de sortir tout le temps. Enfin, voilà. Donc c'est un élément qui m'a permis à moi de me recentrer et en même temps de partir en formation. Donc le Covid pour moi a été plutôt vu comme une opportunité pour me dire, voilà, donc comme tout le monde s'arrête, le monde entier s'arrête, j'en vais en profiter pour mettre les choses à plat. Certains se sont remis en question à la suite du Covid. Moi, c'était grâce au Covid. Le Covid m'a aidé à reprendre les choses en main sur ma vie et à poser les jalons d'une nouvelle vie, en fait. Il y a un certain équilibre pour moi dans l'univers. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la vie, il y a deux signes. Soit il y a les signes liés à la santé, c'est-à-dire vous tombez malade, vous êtes en dépression et vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que vous ne comprenez pas pourquoi tout ça vous arrive et pourquoi vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Et soit vous vous dites, j'ai compris, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je vais tâtonner à droite à gauche. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la vie privée? Si c'est dans le travail, qu'est-ce que je dois changer? Si c'est dans la vie privée, qu'est-ce que je dois modifier également? Donc moi j'ai opté pour le tâtonnement. J'ai tâtonné. Pourquoi je dis que j'ai tâtonné? Parce qu'au final, je n'ai pas fini pâtissier, ni boulanger, ni restaurateur. Donc, c'est que je n'ai pas trouvé tout de suite ma voie future, qui est ma voie actuelle. Et donc, c'est par tâtonnement, en fait. C'est par tâtonnement que j'étais dans cette phase déstabilisante et je cherchais à droite, à gauche, comment me retrouver. Si on regarde aujourd'hui, je suis quand même encore en phase de tâtonnement. Ce que j'ai trouvé, c'est ma volonté de changer ma vision des choses d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire qu'au départ, pour moi, avoir le CDI, etc., c'était le Saint Graal, c'était le summum de l'ambition que je souhaitais avoir. Aujourd'hui, mon point de vue a changé. C'est-à-dire que de par la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, je souhaite plutôt diversifier mes sources de revenus. Je souhaite acquérir une indépendance financière. Donc, lorsque vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous n'avez pas la quête d'une voie professionnelle ultime. Vous êtes dans une voie professionnelle, mais à côté de cela, vous allez chercher à développer d'autres projets. Et donc, mes projets qui avant étaient seulement professionnels deviennent des projets professionnels, mais en même temps des projets liés, parce que je suis dans l'associatif aussi, des projets associatifs, des projets de vie qui peuvent être différents. Je souhaite plutôt être dans de la mobilité professionnelle actuellement. Donc, je suis ouvert à beaucoup de nouvelles opportunités, en fait. Voilà. Moi, le conseil que je donnerais, alors avec toute humilité, bien sûr, c'est d'apprendre à se connaître. Pourquoi? Parce que lorsqu'on apprend à se connaître, on sait comprendre ce que notre corps ou notre esprit essaye de nous renvoyer comme message. Il y a des signes qu'il faut apprendre à lire et il faut arriver à comprendre que ces signes-là sont importants et que ensuite vient le tâtonnement. Mais on ne peut se lancer dans une insécurité de changement que lorsqu'on a compris qu'il y a un problème. Et la plupart des gens, je pense, voient les conséquences de leur mal-être, par exemple, mais n'arrivent pas à en déterminer les causes ou ne savent pas qu'ils sont dans une situation où il y a un mal-être. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent les cicatrices qui sont cachées, les choses qui ont du mal à être digérées dans la vie. On vit tous des moments plus ou moins difficiles et chacun de nous a cette capacité ou pas de rebondir. Donc tous ces éléments de vie ont des répercussions et ce qu'il faut, c'est apprendre à se connaître, savoir dire effectivement là, stop, il y a un problème. Je ne sais pas forcément lequel, mais il y a un problème. Donc le fait déjà de prendre conscience qu'il y a un problème, c'est déjà la première étape. Je dirais pas de la guérison, mais du chemin à prendre vers cette guérison. Je suis
dans mon temps le plus important. Professionnellement, je suis professeur d'éducation physique dans un collège. Je vis une nouvelle vie aux côtés d'élèves, de collégiens qui me le rendent bien. Et avec des collègues également, c'est une nouvelle vie où j'apprends à travailler en collaboration. Il y a énormément de projets au sein de ces établissements scolaires. Et également, je m'éclate également aussi dans mon club, dans lequel j'ai beaucoup d'activités également et d'autres projets différents qui n'ont rien à voir avec ceux de l'établissement scolaire. Et je m'épanouis dans ces différentes choses. Et à côté de cela, j'enseigne également le japonais. Donc ça aussi, c'est une activité parallèle qui me permet de transmettre une nouvelle passion que j'ai développée pendant ma phase de changement, qui est mon amour pour le Japon et la culture japonaise. Donc tous ces éléments-là me permettent aujourd'hui d'avoir mon équilibre. J'ai également un nouvel environnement familial qui m'épanouit complètement, puisque ma famille va s'agrandir très bientôt. Et donc voilà, tous ces éléments ensemble me permettent d'être totalement heureux. Aujourd'hui, chaque jour est différent et j'ai du mal, enfin, pour le moment, je ne me vois pas avoir un train de vie, calibré jusqu'à la retraite, qui est un concept avec lequel j'ai beaucoup de mal. Le concept de retraite, mais bon, ça c'est une autre histoire. Pour moi, être dans la stabilité, c'est être vrai, être honnête envers soi-même. C'est ça qui crée ma stabilité. Alors que si je vous dis par exemple que je vais être professeur jusqu'à la fin de ma vie, enfin jusqu'à la retraite, et que je vais m'installer dans un seul lieu, etc., et que je ne ferai que ça, là, je ne serai pas honnête envers moi-même, et ça me crée de l'instabilité. Alors, liberté et autonomie, c'était mes deux traits de caractère en étant aussi responsable et mature. C'est très tôt, j'ai voulu être autonome. On en parlait avec la famille dernièrement. J'étais très jeune, seul, on pouvait me laisser seul parce que je me débrouillais seul assez facilement. Donc je tiens énormément à cette liberté d'action, cette liberté de choix. Et je suis un grand défenseur de l'autonomie. C'est obligatoire. Alors au départ, bien sûr, la famille et les amis, c'est l'inquiétude. Parce qu'ils sentent que dans tout changement, il y a cette part d'incertitude et cette part d'inconnu, et donc ça crée de l'inquiétude. Beaucoup d'inquiétude d'un point de vue familial. La famille proche, elle s'inquiète, elle ressent ce que nous on renvoie comme aussi la perte de sens dans notre métier, la perte de sens dans ce qu'on fait tous les jours, et donc elle s'inquiète forcément puisque nos proches nous aiment et ils souhaitent le meilleur pour nous. Donc dans un premier temps, il y a beaucoup d'inquiétude de la part de la famille. Ils nous aident également à nous questionner sur qu'est-ce que tu comptes faire derrière ça, est-ce que tu t'es renseigné, etc. Donc après ils deviennent un soutien, ça peut être un soutien affectif, mais aussi un soutien logistique ou un soutien à tout moment. Si on a besoin d'un coup de main, ce sont nos proches qui nous aident. Et puis ensuite, ils voient le changement arriver, et lorsque le changement s'opère de manière bénéfique, ils sont heureux parce que ils nous voient heureux. Donc la famille sont dans la même phase, si on veut. Ils ne le vivent pas de l'intérieur, mais ils vivent cette période de changement comme s'ils marchent un peu sur les œufs. Ils font attention, ils prennent des nouvelles pour essayer de savoir. Et puis parfois, pour certains, ça leur permet aussi de se poser des questions. Parce qu'ils se disent, mais comment quelqu'un d'aussi déterminé dans la voie a été tracé? Comment quelqu'un comme cela a-t-il pu changer pas du jour au lendemain, mais redéfinir sa vie de A à Z? Voilà, ils se disent qu'il faut essayer de développer cette capacité d'adaptation qu'on a en nous,
Tous les êtres humains ont cette capacité d'adaptation. Contrairement à ce que l'on peut penser, j'entends beaucoup de personnes d'un certain âge dire moi à mon âge je pourrais pas faire ci, moi à mon âge je pourrais pas faire ça. C'est totalement faux. Ils se sous-estiment. Le corps humain et l'être humain est exceptionnel. Le cerveau humain apprend jusqu'à la mort. Donc il n'y a pas d'âge pour apprendre. D'ailleurs, on comprend bien aujourd'hui que il va falloir on apprendra toute notre vie. Nous sommes des étudiants toute notre vie, jusqu'à notre mort, nous allons étudier. Il faut pousser son cerveau au maximum. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec la notion de retraite. Et donc, à partir de là, il faut développer cette capacité d'adaptation à partir du moment où on n'est plus en accord avec nous-mêmes. Parlons d'impact négatif, il y en a eu forcément. Parfois des impacts dont je n'ai pas, soit j'en ai conscience, soit des fois j'en ai pas conscience parce que je ne les perçois pas pour le moment. Peut-être que les personnes autour de moi, notamment ma famille, me renverront ces impacts négatifs plus tard, je ne sais pas encore. Mais pour moi, ce ne sont pas des regrets parce que c'est lorsqu'on est dans ces changements, on a comme un instinct de survie qui arrive et qui nous dit là franchement, si tu changes pas quelque chose, tu vas dans un mur. Donc foncer dans un mur, c'est aller mourir. En fait, c'est symbolique, mais c'est pas une mort réelle, mais c'est quand même aller vers des problèmes qui s'aggravent. Notamment, on parle de problèmes de santé, etc., etc. Donc, il devient vital d'entamer ces changements. Donc, je n'ai pas de regrets foncièrement. Moi, lorsqu'on me parle de regrets, mes regrets sont plutôt professionnels. C'est plutôt des projets inaboutis. Mais ce sont des choses dont je n'avais pas la main sur le moment, à l'époque où je n'étais pas décisionnaire. Moi, en tant que tennisman, je regrette foncièrement de ne pas avoir pu accueillir Yannick Noah dans mon pays. Ça, c'est une grande souffrance. Mais voilà. Après, pour le reste, me concernant, je suis en accord et tous mes choix, toutes mes décisions ont été faits avec conscience et ça, je ne le regrette pas. As-tu envie de changer une nouvelle fois ? Alors l'envie, elle est permanente en fait, parce que en fait je n'ai pas envie de changer, j'ai envie de réaliser mes objectifs, d'aller au bout de mes projets. C'est ça aujourd'hui mes envies. Je suis en plein dedans. J'ai mes objectifs de vie privée, j'ai des objectifs de vie professionnelle, de développer de nouveaux. Pour être plus précis, de business, des idées de business à développer. J'ai des envies, voilà. Après, ces envies, si elles avancent, elles vont créer des changements, forcément. J'ai envie d'atteindre mes objectifs. Alors, d'ici 5 ans, je me vois peut-être habiter en Guadeloupe ou au Japon, en faisant un autre métier, pas forcément dans l'éducation nationale, peut-être en revenant en tant que professeur de tennis, en étant producteur, je sais pas, d'émissions, je sais pas, en étant en ayant un business de commerce, je sais pas, j'ai beaucoup de perspectives différentes mais c'est surtout je me vois vivre ailleurs. Voilà, dans les années à venir, je me vois voyager, apprendre à connaître le monde différemment. Changer tout reflète plutôt le mot renaissance. C'est-à-dire, c'est comme un reset qu'on se fait à soi-même et on redémarre en redéfinissant toute notre manière de nos pensées limitantes, voilà, on passe au-delà de tous ces éléments-là et on se redéfinit autrement. Voilà. C'était Changer tout, une série de podcasts du réseau Outre-mer La Première France Télévisions, conçu et coordonné par Patrice Elidi-Kozak. Boris, une rencontre et un entretien orchestré en Guyane par Oriana Prosper. Merci aux équipes radio de Guyane La Première. Musiques originales et mixages signés Louise Beau, alias Azraël.